Écoutez, bonjour à tous. On est assez content de voir tant de journalistes que ça. Merci. Cher François, mesdames, messieurs, chers collègues, ces derniers mois, notre équipe a engagé un travail de fond pour renforcer l'attractivité de notre site. Merci à toutes les équipes. Je peux vous dire qu'ils se sont vraiment bien appliqués. Notre ambition, elle est très claire, faire de cet équipement un lieu ouvert à tous, accessible à tous les publics. Notre site, situé en milieu rural, rayonne bien au-delà de son territoire immédiat et attire un large public de Côte d'Or, mais aussi d'ailleurs, même à l'échelle de la grande région. Cette dynamique se traduit par une fréquentation constante. Je mets un peu la pression au directeur pour l'augmenter. Il joue sa carrière, mais je plaisante. Mais je pense qu'on va y arriver, on est en bonne voie. Il faut noter, et là c'est plutôt exceptionnel, on a plus de 15 000 élèves accueillis en 2024. C'est quand même un record. Et c'est une preuve qui se veut quand même un peu éclatante de la transmission du savoir et de la culture. Pour moi et pour vous tous, l'année 2024 restera quand même une année marquante avec des symboles forts. Le passage de la flamme olympique, pas trop de pages, le passage de la flamme olympique, mais aussi on a franchi une nouvelle étape en sortant de nos murs et en allant à la rencontre des collégiens. Ça a été nouveau, plutôt un succès. Plus de 200 élèves ont participé à un projet de galerie dans les collèges. Aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit avec la signature de notre convention de service public de 5 ans. Je tiens d'ailleurs, Monsieur le Président, à remercier chaleureusement le département pour son soutien. En tant que président du conseil d'administration, je suis fier de l'engagement collectif qui nous anime aux côtés du département. On continuera à œuvrer pour développer cet outil qui est quand même exceptionnel. Et je ne sais pas pourquoi je dis quand même, d'ailleurs, c'est exceptionnel. Et c'est pas tout, nous avons le plaisir aussi d'accueillir un nouveau conservateur qui vient renforcer notre équipe. Son arrivée marque aussi la structuration d'un nouveau département scientifique et des collections, un outil un peu majeur qui s'inscrit dans une dynamique encore un petit peu plus ambitieuse. Mais attention, je sais qu'il va devoir structurer notre démarche scientifique et enrichir nos partenariats. Je tiens aussi à remercier l'État, la région et l'Europe pour leur soutien indispensable à notre développement. Grâce à tous ces partenaires, notre projet prend vraiment de l'ampleur. Mais c'est un peu normal, sur cette année César, la suite de l'histoire, ça nous connaît, c'est un slogan. Voilà. Alors, en avant pour ça, un grand site historique en milieu rural, vive la culture et la ruralité. Et les amis, c'est parti pour 5 ans, 5 années d'ambition et de passion, avec toujours plein de monde en visiteurs. Je vous remercie. Bon, maintenant, on s'occuper de la place. Monsieur le Président. Merci. Bon, d'abord merci à Marc Pro, le Président, et je suis très heureux de vous saluer, de vous accueillir, aux côtés de mes collègues, présidente de Côte d'Or Retraite Santé, présidente de la commission sport, culture, et Laurent Sport qui est là, et qui travaille beaucoup aussi sur tous ces sujets, et puis heureux de vous saluer dans ce lieu qui est un lieu que pour certains vous découvrez. C'est l'hôtel Edmona Dampierre, et il a été construit par un de mes prédécesseurs, donc terminé en 1777,
prédécesseur qui avait été président du Conseil général de l'époque et qui avait été président de chambre au Parlement de Bourgogne. Donc voilà, c'est une sorte de retour vers l'histoire. Et ce lieu a été choisi donc, pour présenter la programmation d'Alésia. Alésia qui est un lieu unique d'abord par sa dimension, il a marqué durablement l'histoire, mais en même temps, notre histoire collective, mais en même temps, il a donné naissance, bien plus qu'à une histoire, c'est une civilisation gallo-romaine qui nous marque aujourd'hui encore, et c'est une formidable vitrine, d'abord pour notre département, mais c'est une vitrine aussi bien au-delà pour notre pays. Et dans ces temps que nous traversons, revenir vers son histoire pour en tirer toutes les leçons des temps présents, c'est pas inutile. Et donc, depuis le début, on a souhaité, mon prédécesseur qui avait conduit à la construction d'Alésia, souhaitait que ce soit un lieu à la fois préservant cette mémoire, préservant le caractère scientifique qui est lié, mais en même temps que ce soit un milieu ouvert au talent, au savoir-faire. Je veux vraiment saluer Laurent Bordereau, ainsi que toute son équipe pour le travail qui a été réalisé. Je veux redire ma confiance naturellement à toute cette équipe, et puis remercier Marc Faux, puisque c'est lui qui préside cette ESPL. Alors Marc Faux, c'est un peu le premier Gaulois côte-d'Orient, et c'est lui, le premier Gaulois d'Alésia, c'est lui qui préside ce site. Donc je veux le remercier de son implication. D'ailleurs, je crois que Laurent Bordereau, Marc et toute l'équipe, vous avez marqué une forme olympique l'an dernier. D'abord, on a eu le passage, bien sûr, de la flamme, mais le site a connu une fréquentation proche des 85 000 visiteurs en 2024. Donc c'est pratiquement 1,25% de plus, dont beaucoup de scolaires. Ça, on y tient tous ensemble beaucoup, parce que c'est des lieux qui sont des sources d'inspiration et d'éveil. Et puis, donc, c'est pas tous les sites français qui ont connu une croissance l'an dernier dans le contexte que nous traversons. Et vraiment, je veux saluer les efforts qui ont été consentis. Et puis ce moment d'émotion et de joie qu'on avait ressenti, moi j'étais allé sur place lors du passage de la flamme olympique, vous vous en souvenez, à Alésia, et ça avait été un moment incroyable d'émotion, de partage, et on en a bien besoin, je le répète, dans les périodes que nous traversons. Je me souviens aussi de la qualité de l'exposition qu'on a vécue, au sport des jeux pour des dieux, et puis tout ce qui était lié au caractère innovant avec la forêt, et donc tout cela a permis d'obtenir des labels. D'ailleurs, je veux à nouveau féliciter l'équipe. Ça n'a pas été suffisamment d'ailleurs redit, mais il y a eu le label Olympiade culturelle 2024, et puis celui d'exposition d'intérêt national qui a été alloué. Et notre ambition partagée, département SPL avec Côte d'Or Attractivité, c'est bien sûr de maintenir le cap et puis de poursuivre sur cette dynamique-là. Nous avons un gros travail qui a été fait depuis en particulier 2 ans pour en faire à la fois un lieu populaire, ça on y tient beaucoup, mais en même temps que ce soit un caractère populaire, c'est qu'on ne perde pas cette référence permanente en matière scientifique, culturelle et touristique. On a accompagné d'ailleurs les fouilles, le mouvement de fouilles qui se poursuit sur le terrain. Et 2025, on peut le dire, après cette période 2024 qui a été une période marquante, sera une nouvelle ère pour Alésia. Notre objectif, c'est d'abord de porter le concept d'un grand site, c'est la première étape. Nous avons donc signé une nouvelle délégation de service public, département de la Côte d'Or, pour 5 ans, ce qui traduit notre volonté politique de soutenir ce projet d'envergure. La deuxième étape, je vous l'ai dit, c'est de rester en phase, évidemment, avec l'évolution des pratiques culturelles et des goûts aussi culturels, en proposant à la fois des espaces qui conjuguent plaisir, connaissance, scientifique, je l'ai dit, et tout en restant accessible au plus grand nombre. Ça veut dire une montée en charge de la programmation, vous le verrez d'ailleurs dans le programme qui va vous être présenté par Laurent, la prise en compte d'un véritable tourisme durable, ça aussi c'est une volonté de s'inscrire dans cette dynamique-là, et puis je l'ai dit, et j'insiste bien sur le caractère scientifique, parce que c'est un lieu qui a une reconnaissance, non seulement un nom, mais qui a une reconnaissance internationale. D'ailleurs, je salue le travail qui a été fait de coopération scientifique. Et donc, on aura la création d'ailleurs, et ça nous l'avons souhaité, je l'ai souhaité avec Marc, la création d'un département scientifique et des collections, c'est une nouveauté, puisque vous le savez, Olivier Comon, conservateur en chef, sera à la tête de ce nouveau département sur Alésia. Il a pris ses fonctions le 1er mars 2025.
Et puis ce nouvel espace, cette volonté sera inaugurée lors des Journées européennes du patrimoine en septembre 2025. Donc on aura une saison qui sera ponctuée. La DRAC, je la remercie, je remercie le ministère de la Culture, et en particulier la ministre de la Culture, avec laquelle d'ailleurs le département de France vient de signer une convention d'engagement réciproque pour soutenir la culture en tout point du territoire et en particulier dans le monde rural. Et donc, Rachida Dati d'ailleurs me l'a confirmé sa volonté de faire de la culture en milieu rural une de ses priorités. Elle a marqué un grand intérêt pour ce projet d'Alésia. Et d'ailleurs, ce sera une des premières. Je vous annonce que nous aurons prochainement la signature d'une convention avec le ministère de la Culture, le conseil départemental et puis la SPL du musée au parc, marquant cet engagement commun, conjoint autour du projet de grand site que nous allons développer. Donc on signera cette convention, je vous dis, dans les prochaines semaines. Et puis avec cette année, nous allons emprunter les chemins de César, avec une exposition phare. Je dois vous dire très, très franchement que mon préféré c'est Vercingétorix. Bon, chacun le sait, je le préfère, c'est comme ça, mais historiquement, ça incarne un esprit de résistance. Et parfois on me disait, mais pourquoi Vercingétorix il est célébré autant que ça? Enfin, parce que c'est une défaite. Alors quand une défaite donne naissance à une civilisation, ça veut dire que ça marque un grand pas pour l'humanité. Donc c'est pas, ça mérite d'être célébré, je pèse mes mots. Donc je voudrais quand même suivre les pas de César, hein, ce qui m'intéresse aussi comme personnage, vu qu'il a gagné. Donc il proposera, on va avoir une exposition inédite en France, je crois. D'abord, je voudrais le dire, hein, il y a eu un gros travail qui a été fait pour avoir des prêts prestigieux. Et puis nous aurons Château de Compiègne, Musée de Bologne, de Nantes, d'Arras. Puis il y aura des dispositifs aussi numériques. Vous savez, on est rentré dans cette ère, on s'est beaucoup engagé dans le domaine de l'intelligence artificielle, du numérique, de tout ce que ça permet aussi de découverte et de mise en valeur de ce qui existe. On aura donc des dispositifs numériques immersifs, innovants, pour petits écrans. Voilà, c'est là le cœur de la mission du site d'Alésia. Je le redis, et je remercie à nouveau Marc Faux de son engagement, c'est de transmettre cette histoire commune. C'est d'aller au cœur même de nos racines gallo-romaines qui fondent le creuset de notre culture française, tout simplement. Et on peut le dire, tous les chemins de la connaissance mènent non pas à Rome, mais mènent à Alésia, dont la maxime pourrait très bien être « Veni, vidi, cognovi », je suis venu, j'ai vu, j'ai appris, pour paraphraser la célèbre phrase de César. Bien, je vous invite tous à aller à Alésia, découvrir cette belle programmation. Je renouvelle mon soutien et ma confiance à toute l'équipe. En tout cas, allez à Alésia, vous verrez, vous allez vivre de grands moments. Voilà, merci à tous. Merci Monsieur le Président, merci Marc, cher Président de la SPL. Voilà, je voulais aussi, avec Thomas Pascal, directeur délégué, associer l'équipe. Tout d'abord, vous remercier de nous accueillir dans ce lieu d'exception, vous l'avez noté Monsieur le Président. Et puis vous exprimer notre profonde gratitude parce que, comme vous l'avez souligné, il y a un profond soutien, il y a une reconnaissance et c'est très important pour développer un projet comme celui-ci d'avoir le soutien du président, de notre président de la SPL, également de l'ensemble des élus. Voilà, je salue aussi, mesdames, votre présence parce que c'est toujours aussi important d'avoir, et on le sent, le soutien de l'équipe départementale et aussi le soutien de nos administrateurs. Les réunions se passent particulièrement bien et on a toujours une réelle dynamique. Là, vous avez noté donc l'année décisive, hein, c'est pratiquement presque historique que l'ASPL Musée au Parc Alésia puisse développer l'ensemble des missions, donc avec l'arrivée d'Olivier Caumont qui va nous rejoindre tout à l'heure, la partie scientifique, les vestiges, on connaît votre attachement, hein, vous l'avez redit sur la partie scientifique et vous nous engagez à développer cette partie-là et vous avez entièrement raison et on le fait, on l'a déjà fait, vous l'avez noté en collaboration avec d'autres sites que ce soit Bibrac, Gergovie, le musée d'archéologie nationale.
Et puis, je voudrais juste aussi, mes remerciements vont également à la Direction Générale des Services, parce qu'il y a des élus, il y a aussi au quotidien des échanges qu'on entretient. Donc je tiens à saluer le directeur général des services, David Percheron, la directrice générale adjointe, Florence Cardo, avec laquelle on travaille, avec son adjoint, Stéphane Lorero, et puis l'ensemble des directions, la direction de la communication, la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or, la direction des collèges, la direction de la culture également. Voilà, c'est un travail collectif, vous l'avez noté, c'est le travail collectif d'une équipe de la SPL, mais c'est aussi un travail collectif de l'ensemble des équipes au sein du département. Alors, l'année s'annonce passionnante, hein, elle a été portée, Marc l'a rappelé, sur un élan olympique. On va essayer d'avoir le même élan, cette fois-ci avec la Jules César. Et donc vous avez noté, j'ai noté tous les chemins mènent à Rome, mais quand même tous les chemins mènent à Alésia. On y sera quand même attentif. Et donc avant de vous dévoiler la programmation avec Mathilde, on voulait aussi, et le président vous l'a redit, la création d'un nouveau département scientifique et culturel. Donc voilà, il y a une équipe, saluer Aurélia Ducrot qui sera chargée régisseuse des collections et des expositions. Voilà, Aurélia, elle vous fait un petit coucou là. Voilà, elle est en plein stress puisque c'est elle qui accroche avec Mathilde en ce moment les tableaux pour l'exposition. Viviane Ravenot également, chargée de la documentation et des archives, qui était à l'ancienne mission Alésia et qui a un grand projet, Olivier va nous le rappeler, dans les mois à venir. Et puis bien évidemment le nouveau conservateur, Olivier Caumont, que je vais inviter à bien de rejoindre, à nous dire quelques mots. Alors, durant ces derniers mois, Olivier, avec Thomas, donc on l'a dit, on a essayé d'asseoir de nouveau un réseau scientifique autour des grands établissements, Bibrac, on l'a noté, Rosemary, la conservatrice générale au musée d'archéologie nationale, Gergovie, et le président a rappelé les relations qu'on entretenait, les très bonnes relations avec les services du ministère de la Culture, les services de la DRAC, que ce soit la SRA, le Conseil du musée, le patrimoine, l'ensemble et vous avez rappelé, Monsieur le Président, l'importance de la culture, de ce programme Culture et Ruralité porté par la ministre et avec lequel vous avez pu échanger. Et on est ravis qu'on puisse être aussi représentatif de cette politique. Alors, cher Olivier, vous prenez vos fonctions dans une année où les planètes s'alignent. Alors, comment vous voyez le rôle de ce nouveau département au sein du projet d'Alésia? C'est bien ça, c'est l'alignement des planètes. Alors, comme l'a dit le président Fro dans son introduction, c'est le travail d'aboutissement, c'est l'aboutissement de l'intégration de toutes les forces opérationnelles au sein du musée au parc, avec la création de ce nouveau département scientifique et des collections. Voilà. Et qui va avoir pour mission principale de renforcer les capacités scientifiques, patrimoniales, pour le site et pour le musée. Voilà. Donc c'est un nouvel outil, une nouvelle ressource et un supplément d'analyse, d'expertise dorénavant pour le musée au parc. Alors c'est déjà mis au travail, je peux vous dire que déjà les premières semaines elles ont été un peu rudes là pour Olivier. Est-ce que Olivier vous pouvez nous... Là on a quand même des chantiers, vous l'avez noté Monsieur le Président à venir, des chantiers importants. Est-ce qu'on peut en tracer juste un peu les grandes lignes? Oui, alors il y a quelques objectifs phares qui vont nous guider. Bien sûr on s'inscrit, nous n'oublions pas de faire fructifier le travail de l'ancienne cellule de développement Alésia, de reprendre ce travail déjà fait et de poursuivre, alors particulièrement dans les grandes étapes, ce qu'on appelle un chantier des collections. Donc il faut, ça c'est un socle absolument vital pour un musée, pour le musée au parc en général, que de pouvoir bien connaître sa matière première, ses collections, à travers ce qu'on appelle un chantier des collections. C'est un travail de long terme assez important. Et puis de manière plus générale, eh bien, on va faire de tout ça de la recherche appliquée au renouvellement du parcours permanent, pour être dans l'actualité de l'archéologie, la restauration des collections, l'enrichissement des collections, les acquisitions et les études, pour pouvoir faire modestement ce supplément d'art. Voilà.
Vous nous aviez, je me souviens, Monsieur le Président, engagé un comité scientifique. Donc on va effectivement mettre en place dans les prochains mois un comité scientifique et culturel pour nous aider à nous accompagner sur cette vision scientifique et le développement du site, le faire vraiment en synergie avec une vision historique et patrimoniale, bien évidemment. On va poursuivre les chantiers. Alors il y aura un grand chantier qui vous anime, et vous l'avez énoncé, c'est au niveau des vestiges, Olivier. Alors, plusieurs choses. Pour utiliser un gros mot, mais on va vous expliquer, tout cela va être encadré par ce qu'on appelle un PSC, un programme scientifique et culturel, qui est un guide du travail de fond, côté site et côté musée, de ce qu'il convient de faire, et côté site, effectivement, mise en valeur, aménagement des vestiges, réflexion sur un lieu immersif possible, côté du site qui, effectivement, mérite qu'on s'y attache un peu plus. Voilà, et puis côté musée, d'autres actions également. On peut peut-être annoncer un chantier là, qui résulte des premiers engagements de l'État sur cette politique culture et ruralité, donc au sein du musée. Voilà. Je suis arrivé lundi dernier, mais je peux vous dire que c'était sur les chapeaux de roue. Et donc nous préparons la création au sein du musée d'un nouveau centre de documentation. Il se trouve que l'établissement a dorénavant une bibliothèque, des archives, un niveau documentaire tel que ça mérite clairement d'être à disposition de tous les publics. Donc les chercheurs, les archéologues, les étudiants, les enfants, les profs, les particuliers, à partir du début de l'année prochaine, et on est déjà en train de travailler, on est à fond sur la création de ce nouvel équipement, nouvel outil, élément d'attractivité et d'usage supplémentaire au sein du musée. Alors rappelez que on veut que ce lieu de documentation il soit un peu élaboré comme dans l'esprit d'une médiathèque, qu'on puisse aussi compiler de la vidéo, du son, toutes les émissions, tous les reportages qui ont été menés sur Alésia, des podcasts, voilà, tous ces phénomènes un peu multimédia. Donc Viviane et vous, Olivier, qui allez piloter, et puis avec l'ensemble de l'équipe, aussi l'accueil de scolaires. On imagine des ateliers autour des archives, un travail assez riche quand même. Alors on fera tout ça, ce sera sérieux et cosy. Parfait, les deux en même temps. Voilà, donc on souhaite la bienvenue à ce nouveau département, on est ravis, la bienvenue à Olivier. Alors rappelez aussi la présence de Fabienne Creusenet et de son équipe, parce que souvent il y a aussi, on soutient la recherche et les fouilles programmées sur le site des vestiges, donc Fabienne Creusenet et Fabien Ribollet, Mathieu plus exactement, Mathieu Ribollet, donc chaque année pilote une équipe d'étudiants sur les fouilles programmées, en lien, alors c'est quand même assez atypique, il faut le souligner, un partenariat entre le département de la Côte d'Or qui soutient des fouilles programmées, ça ne se passe pas comme ça partout, et tant mieux, l'Université de Bourgogne-Europe et l'UMR Artémis, qui est dirigé par Sabine Lefebvre, et puis les services de l'État, le RSA, et puis la commune d'Alès-Sainte-Reine. Donc, on remercie tous les ans la maire, je ne l'ai pas vu ce matin, mais la maire d'Alès-Sainte-Reine qui accueille aussi cette équipe de fouilleurs. Voilà, donc encore de belles perspectives et un joli chemin, Olivier, pour vous dans les mois à venir. Un programme du travail, voilà, et très heureux d'intégrer l'équipe. Merci. Alors, on voulait refaire un petit focus un peu différent avant la grande envolée de Mathilde. Vous l'avez noté dans votre discours d'introduction, c'était la partie développement durable. Alors on vous en parle, le département, je rappelle les engagements du département autour de la préservation des paysages, de la préservation de l'eau. On pourrait évoquer beaucoup de chantiers, Monsieur le Président, autour de cette éco-responsabilité des collectivités aujourd'hui. On se devait au muséoparc établissement culturel en milieu rural d'être un peu partie prenante de cette éco-responsabilité, d'incarner aussi les valeurs et qui sont... Vous savez que le monde culturel est en train de changer. Beaucoup de responsables culturels réfléchissent à l'éco-responsabilité des expositions, au transport, à l'énergie. On a envie d'être de la partie, on a envie de faire bien et voire même de faire très bien. Donc je vais rappeler Thomas pour qu'il est lui qui pilote
avec Vincent Le Pêcheur, le responsable technique du musée au parc, ce projet d'éco-responsabilité. Donc Thomas, ces dernières années, donc on a mené déjà pas mal de chantiers. On rappelle doublement de la récupération de l'eau de pluie, on rappelle l'éco-déplacement, donc on a décarboné notre parc automobile. On a fait d'autres choses, l'éco-pâturage. L'éco-pâturage, cette année une petite surprise. Oui, alors vous voyez les moutons, mais l'année prochaine vous verrez des ânes, puisqu'on va accueillir les ânes de Camille Paquet, qui est donc une productrice de savon d'ânesse, 100% Côte d'Or, à partir du mois de mai. Donc on aura une petite dizaine d'ânes qui vont venir manger l'herbe d'Alsace. Donc après tous ces chantiers, on avait entamé des chantiers, mais on pensait qu'il fallait encore aller plus loin. Donc quelle est la nouvelle étape ? Alors la nouvelle étape dans laquelle on s'est engagé depuis le début de l'année, suite à la proposition de notre syndicat professionnel, le SNELAC, c'est un bilan carbone, avec une deuxième étape derrière qui, une fois qu'on a fait le compte de nos émissions de carbone, une trajectoire pour essayer de baisser nos émissions. Donc voilà, avec le SNELAC, on est engagé dans ce qu'on appelle une promotion climat, c'est-à-dire qu'on est un petit groupe de sites, on peut citer le parc Astérix, la Tour Eiffel, donc, des grands sites comme nous, et on fait ça assez rapidement, puisque d'ici avril on devrait avoir finalisé notre bilan carbone, et puis en juin avoir une feuille de route. Alors, donc on sera un des premiers musées dans le cadre de ce SNELAC, de ce syndicat. Je rappelle, musée du Luxembourg, musée Jacques Marandré, on sera un des premiers sites à avoir fait le bilan carbone, qu'on partage avec les visiteurs, parce qu'en ce moment même, il y a des questionnaires qui sont remplis par un stagiaire et qui va à la rencontre des visiteurs pour travailler sur le bilan carbone. Je rappelle que Thomas, au sein de la maison, c'est quand même le monsieur qui nous empêche de manger du yaourt dans des gobelets en plastique, qui a supprimé toutes les bouteilles en plastique du site, et qui tous les jours travaille à nous faire appréhender d'une démarche éco-responsable. Je pense qu'il va imposer bientôt à Mathilde, de toute façon, des expositions un peu décarbonées. Donc, est-ce qu'on en tire déjà des premiers enseignements? Alors, les premiers enseignements, c'est déjà la mobilisation de l'équipe. On a lancé un petit questionnaire qui s'appelle Mon Empreinte Pro. Donc, on a demandé à chacun des collaborateurs d'estimer son empreinte carbone au travail, c'est-à-dire son trajet, voilà, l'empreinte de son trajet, l'empreinte de son repas du midi, ce qui suscite beaucoup de débats, l'empreinte de ses usages numériques, et donc on a un fort taux de réponse, enfin quasiment tout le monde sauf le directeur général aujourd'hui. Je vais bientôt le remplir. Et les débats qui s'en suivent, donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que on ne voit pas ce qu'on devrait voir dans nos empreintes carbone, les déplacements en véhicule, pas mal et puis des choses liées au chauffage, parce qu'on a déjà fait des actions. Donc on a décarboné la flotte de véhicules, donc on a assez peu de carburant, il reste du carburant pour la tronçonneuse et la débroussailleuse à peu près. Et puis comme on a fait un gros travail, le service technique fait un gros travail sur l'amélioration du chauffage et l'isolation, on a aussi une facture comptable, mais aussi une facture carbone qui est amoindrie sur ces postes-là. Et puis ce qu'on voit, mais qui est assez classique pour un établissement en milieu rural, c'est qu'on est à plus de 60% de nos émissions à ce qu'on a compté aujourd'hui, qui est lié au déplacement des visiteurs, parce qu'il faut qu'ils viennent chez nous, et ils viennent encore beaucoup en voiture. Alors on va essayer de les faire venir plus en train ou à vélo, ce qui se développe beaucoup avec le canal. Voilà, donc ça c'est pour ça qu'on a lancé un questionnaire pour pouvoir identifier un peu plus finement comment ils viennent, à combien, etc. Et puis... dire aussi que vous aviez, Monsieur le Président, vous nous engagez depuis plusieurs années à faire de la liaison du musée, aussi des vestiges, un parcours là aussi décarboné, durable. Donc on y travaille, et pour y travailler, on s'était déjà rapproché d'un partenaire qui était le Hub La Poste, puisqu'on a acquis des vélos électriques l'année dernière pour les trajets du personnel, pour le coup, pour commencer. Et comme ça marche bien, et ben on va en acquérir 2 de plus cette année, en se disant qu'une fois qu'on est sur un vélo, on est en pleine santé, quand il y a un côté effacé. Donc, et tout ça, alors on rappelle aussi quelques partenariats pour décarboner le parc automobile. On a la chance d'avoir un partenariat avec DS qui a choisi le musée au parc comme ambassadeur de la marque, donc ça c'était plutôt un plus. Et puis un nouveau partenaire, alors là aussi c'est une annonce, le groupe La Poste.
va devenir banque de territoire, va devenir le partenaire du Muséoparc Alésia, du site d'Alésia. Un partenariat complètement atypique, Thomas, puisque en fait on balaye pratiquement tous les secteurs du groupe La Poste. Oui, on a commencé par la Banque Postale, qui, voilà, avec laquelle on est en train de, chez laquelle on est en train de basculer nos comptes. Il y a d'ailleurs une politique RSE qui est assez intéressante. Voilà, je vois La Poste, voilà, Madame Croissant et Madame qui s'approche. Voilà, une politique RSE qui est assez compatible avec notre vision. Au-delà de la Banque Postale, avec La Poste, on travaille sur la distribution de brochures. Oui, il y a la communication qui nous accompagne, il y a la fondation qui va nous accompagner également sur la démarche des archives et du centre de documentation. On a quelques idées déjà, mesdames, et je remercie la directrice régionale et l'ensemble de l'équipe de La Poste de nous accompagner. Il y a également toute la démarche sociétale. Je rappelle aussi que l'émission de La Poste, c'est pas simplement aujourd'hui, je ne suis pas VRP de La Poste, mais c'est pas simplement la distribution, mais c'est aussi d'aller au plus proche des habitants, c'est aussi notre rôle que de les faire venir dans l'établissement. Donc on a aussi quelques idées dans ce secteur-là. Et puis ça a déjà commencé on s'est rapproché du musée de La Poste. Vous savez que c'est un des rares groupes qui a un musée. On a la chance d'avoir entamé de très bonnes relations avec son nouveau directeur, Guillaume Goua, pour la création, Monsieur le Président, on l'annonce, d'une planche de timbre Alésia, prochainement, à la fois, donc, on s'est promis, on y mettra Vercingétorix, la statue et le site d'Alésia. Voilà, en tout cas, merci à vous, voilà, et ça vient clore un peu le petit focus qu'on voulait vous faire sur l'éco-responsabilité du site. Merci beaucoup. Alors, maintenant, Mathilde, c'est à toi. Donc, Mathilde, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, elle est responsable de l'action culturelle, mais cette année, elle est aussi commissaire, comme l'année dernière, commissaire de l'exposition, avec son assisté de Maud Goldschneider. Ouais, je savais que j'y arriverais pas. Maud, c'est très bien. Et le conseil scientifique de Sabine Lefebvre, qui est professeure d'histoire romaine à l'Université de Bourgogne. Donc, voilà cette équipe. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'exposition de cette année? Alors, toutes mes excuses, Monsieur le Président, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de Vercingétorix par le passé, mais cette fois, on s'est intéressé à Jules César, puisque dans notre parcours de visite, on laisse un petit peu son devenir en suspens, on ne sait pas ce qui se passe, et nos visiteurs nous posaient souvent la question, oui, mais d'accord, mais après Alésia, qu'est-ce que devient-il de César? Donc on a eu envie de raconter cette histoire. Jules César, après Alésia et après sa victoire à la guerre des Gaules, il a acquis une armée dévouée à sa cause, il est devenu un général victorieux, et puis surtout il a des moyens financiers importants grâce au butin de guerre, et donc il va conquérir le pouvoir à Rome en 5 années. Et donc ça nous a semblé intéressant de raconter cette passionnante histoire. Alors comment on la raconte? Alors c'est assez facile parce que César il a écrit lui-même son histoire et donc il a écrit aussi le récit de la guerre civile, assez pratique parce que du coup on raconte un peu ce qu'on veut. Mais il y a aussi des auteurs antiques, Suétone plus tard, donc on s'est planché dans tous ces textes antiques. Mais par contre, en termes de représentation, il y a très très peu d'images de Jules César. Alors il y a quelques monnaies, on a la chance d'avoir de superbes monnaies, quelques-unes à Alésia et puis aussi au musée archéologique de Dijon qu'on présente. Il y a quelques bustes, vous connaissez les plus fameux, mais on n'est pas sûr que ce soit lui, ils ont souvent été réalisés après sa mort. Donc on s'est plutôt tourné vers les peintures du XVIe au XXe siècle et les gravures. Et donc, on va dire que le Muséoparc Alésia, c'est pas du tout ce qui s'est passé l'année dernière, c'est un petit peu un musée Beaux-Arts. Donc on est très très content parce qu'on n'a plus vraiment l'impression de travailler dans le même endroit. On arrive, on a des magnifiques tableaux avec des gros cadres dorés, c'est absolument superbe. Et venez parce que vraiment vous n'êtes plus au même endroit que les années passées. Et donc ces tableaux nous racontent, représentent ce qu'était Jules César, et c'est là aussi on peut faire le lien avec Napoléon III, puisqu'en France, les représentations de Jules César ne datent que du règne de Napoléon III. Il n'y en a pas avant, il n'y en a pas après, et donc ça permet aussi d'évoquer notre histoire. Mais ces tableaux, ils sont magnifiques, ils sont superbes, hein, ils viennent de Nantes, ils viennent de Bologne. Il y a le tableau La mort de César qui est arrivé mercredi, on a eu un petit peu de stress parce que le gouvernement italien avait du mal à signer l'autorisation de sortie de territoire. Il sera accroché ce soir, donc demain vous le verrez. C'est la première fois qu'il sera exposé en France.
Ces tableaux sont superbes, mais du coup, ça ne permet pas forcément de raconter l'histoire. Et donc, on a essayé de casser un petit peu les habitudes des musées Beaux-Arts habituels. Et donc, on a utilisé des outils numériques. Donc, il y a 5 dispositifs dans l'exposition qui sont réalisés par ICO. Ils vont venir dans quelques minutes nous les présenter. Et donc, on est dans un musée Beaux-Arts, mais pas tout à fait, parce que les tableaux, ils sont confrontés, ils sont au milieu des dispositifs numériques. Et puis, comme on voulait pousser un petit peu, on va dire, l'innovation, et puis être pas comme les autres, eh bien, on a aussi rajouté dans cette exposition un 3e parcours, qui est un parcours de Playmobil, parce qu'on a énormément d'enfants au musée au Parc Alésia, des familles, on a des scolaires, on a des enfants qui viennent avec leurs parents, leurs grands-parents, et c'est vrai, si vous regardez les expositions, il y a souvent les parents qui essayent de visiter, et puis les enfants qui se barbent un petit peu, et donc qui avancent, et donc les parents abandonnent l'exposition, et souvent il y a un espace spécialement pour les enfants où ils vont, mais du coup les enfants ne profitent pas de l'exposition. Alors nous, on a fait un espace pour les enfants, mais on a un parcours pour les enfants au milieu des tableaux, et donc il y a des scènes Playmobil qui racontent la vie de Jules César tout au long du parcours. Je suis convaincue que les adultes les regarderont aussi. Donc vous avez compris que le métier quand même de commissaire d'exposition, c'était essentiellement aussi de mettre des petits Playmobil dans des vitrines. Hein, alors c'est vrai, ouais, on a beaucoup joué, on a beaucoup piqué les Playmobil de nos enfants et même de nos maris pour réaliser cette exposition. Et on a ce partenariat avec Playmobil qui, on organisera un concours et les visiteurs pourront gagner des boîtes de Playmobil au mois de juillet, le 12 et 13 juillet. Venez, vous pourrez gagner de magnifiques boîtes. Alors vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, les prêts prestigieux nationaux, Compiègne, Arras, Nantes, des prêts régionaux. On est très content de collaborer avec le musée de Chalon-sur-Saône, Clamecy, Cormatin, Dijon, voilà, on a la bibliothèque de Semur également. On n'est pas très bon en bilan carbone. Là, je dois dire que non. Je suis désolée Thomas, on plombe. On n'a pas été chercher des tableaux à New York. Non, j'ai pas eu le droit. Mais... Et puis, alors Mathilde a évoqué, et vous l'avez fait, le tableau de Bologne, qui en fait concrétise un partenariat qu'on a engagé avec l'Institut italien à Paris. Donc son directeur sera parmi nous demain, Antonio, qui a pris en charge une partie du transport du tableau, qui va programmer dans la programmation de l'Institut italien au mois de septembre une pièce de théâtre qui sera en lien avec notre programmation. Remercier également l'Institut français à Rome et notamment l'attaché culturel de l'ambassade qui nous a beaucoup aidé, notamment Mathilde en parlait, pour faire sortir le tableau du territoire, et donc on va continuer ce partenariat avec l'Institut français en Italie. Donc on est très content aussi de ces échanges. Et puis je voudrais continuer l'évocation du parcours enfant. On a travaillé avec une jeune graphiste architecte qui s'appelle Laurette Architecte et qui a créé des livrets-jeux pour les enfants, un pour les 3-6, un pour les 7-12, et avec une particularité, c'est qu'ils seront aussi utilisables à la maison, qu'ils emmènent un petit peu du musée au parc chez eux. Et les enfants, les 7-12, pourront réaliser un petit théâtre en 3 dimensions qui va représenter une scène du triomphe de César. Donc voilà, le musée au parc sera dans les maisons, et donc on en est très content. Je continue mes remerciements pour remercier toute l'équipe de conception de l'exposition qui est à la fois Côte d'Orienne et un petit peu plus loin. La scénographie a été réalisée par Laura Baudenez. Alors vous verrez, c'est très joli, c'est poétique, c'est vivant, il y a un petit peu d'évocation de la guerre, il y a des très belles couleurs inspirées de l'Antiquité. Vinciane Clémence a réalisé le graphisme, ICO qu'on va accueillir, qui est basé à Dijon, a réalisé les créations numériques. Adim Agencement est implanté à Chenauve et a réalisé l'aménagement. Luminariste de Lyon a réalisé l'éclairage. BIM, le soclage et les accrochages, c'est une entreprise basée dans l'Aussois. Et enfin, AVS Communication a réalisé la pose des graphismes et notamment un fantastique jeu de loi dans l'Atrium, vous pourrez jouer. On s'est inspiré d'un jeu de loi du XVIIIe siècle qui racontait l'histoire de Rome pour faire un grand jeu géant dans l'Atrium, donc vous pourrez venir jouer entre adultes ou entre enfants. Nos collègues ont essayé, ça marche bien. Bon, si avec tout ça on vous a pas donné envie de venir, on comprend plus rien. Alors on va appeler l'équipe d'ICO pour vous. ICO, donc Thibaut et Charlie. Vous m'excuserez, je ne connais pas les noms de famille. Allez, ils vont s'installer à ma place. Je resterai à moi. Ouais. Allez. Donc,
on vous a donné pour cette exposition le récit de la vie de César, et puis on vous a donné aussi un fond de gravure absolument phénoménal, des centaines de gravures, donc je voulais savoir comment vous aviez réussi à travailler avec tous ces éléments. Effectivement, on avait accès à plein d'œuvres numérisées en fait, et l'idée c'était d'aller chercher dans ce fond d'œuvres pour pouvoir compléter l'exposition, le récit de l'exposition, le récit qui s'effectue grâce aux œuvres accrochées physiquement. Et donc il a fallu qu'on aille piocher dans ce fond d'œuvre et qu'on arrive à utiliser souvent, des fois des tableaux ou des gravures d'époques différentes et tout ça, et donc de chercher des concepts en fait pour pouvoir uniformiser, unifier tout ça et compléter le récit de l'expo. Du coup, les concepts sur quoi on est parti, c'était des concepts de murs immersifs en fait. Ouais. On voulait faire de la projection vidéo à grande échelle et à l'échelle des visiteurs. Oui, parce que donc, les dispositifs, il y en a un qui est très poétique, on le présentera après, celui sur le triomphe, mais il y a aussi des dispositifs qui donnent des informations. Voilà, c'est à la fois visuel et ça donne des contenus, ça ne répète pas les cartels, ça ne répète pas les tableaux, mais c'est vraiment complémentaire. Oui, il y a une partie assez didactique. On a notamment une carte dynamique sur les conquêtes, enfin sur la guerre civile. Voilà. Et puis il y a d'autres contenus, d'autres dispositifs multimédia qui sont là pour apporter un côté plus immersif, qui sont interactifs avec le visiteur et qui sont là pour le plonger dans un univers. Et voilà, c'est... Voilà, c'est ça. Quand on avance le long des murs, on voit les textes qui apparaissent, qui disparaissent, et c'est nous qui faisons venir les textes. C'est ça. Alors on a plusieurs dispositifs, on va peut-être les présenter un par un. On a tout d'abord une carte qui parle des conquêtes de César à travers le bassin méditerranéen. Donc c'est une grande carte dans laquelle aussi on présente des iconographies, parce qu'en fait on a aussi des plans de bataille, etc. Donc les plans de bataille figurent dans la carte. Et pour compléter cette carte, on a un autre dispositif où là il y a un petit peu plus de texte, où effectivement, quand les visiteurs se placent face à la projection, et les textes apparaissent. Donc on a comme écran d'accueil une fresque. Un papier peint, oui. Ouais, un papier peint, et il y a un capteur qui est au sol, c'est un capteur de type LiDAR. Et lorsque les visiteurs apparaissent, il y a 3 capteurs en fait pour ce dispositif, et quand les visiteurs apparaissent, les iconographies qui sont face à eux se grossissent et apparaît un texte explicatif des événements. Et donc le troisième, c'est celui-là qui vous a le plus cassé la tête, on peut dire, parce qu'il était compliqué à monter, mais c'est aussi le plus spectaculaire. Il est consacré au triomphe de Jules César. Peut-être on peut en voir un extrait. Ah, mais ça vous l'explique voilà. après. Oui. Allez. Regardez. Peut-être donner une indication de la dimension sur place. Oui, alors la projection sur place fait plus de 9 mètres de long en fait. Donc là c'est vraiment un bout de... juste un échantillon en fait de cette gravure. Peut-être que Mathilde, vous pouvez nous rappeler le... Andrea. Alors c'est des gravures d'Andrea Andreani qui ont été réalisées en 1599 et qui reproduisent les gravures du triomphe peintes par Mantegna et qui sont conservées dans le château d'Hampton Court en Angleterre. Et donc l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il permet de voir des gravures qui sont conservées à New York au Metropolitan Museum et qu'on n'aurait jamais pu exposer parce qu'elles sont très loin et surtout parce qu'elles sont trop fragiles pour être exposées sur la durée. Il y avait une version colorée, il y a une version noir et blanc, une version colorée de ces gravures, et ce qui nous a paru tout de suite un peu ludique mais très intéressant pour le côté immersif, c'était que le spectateur, en s'approchant de cette fresque projetée en immense, colorise la fresque en fait, comme si son reflet coloré se projetait devant lui dans la fresque. C'est une manière de rentrer dans la cérémonie du triomphe de César en fait, c'est-à-dire que quand le visiteur s'approche, tout se colorise et il rentre dans le triomphe de César. Oui, donc en fait c'était ça qui était assez marrant et assez simple en fait. On s'est juste dit on a un truc en couleur, un truc en noir et blanc, qu'est-ce qu'on fait? En fait les gens vont le mettre en couleur. Et donc du coup là où on s'est un peu arraché les cheveux, c'était sur quelle technologie on va utiliser. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je coupe si je veux, c'est peut-être pardon. Mais voilà, donc en fait il y a eu un travail de recherche sur la technologie, sur quel capteur on utilise. Donc on est encore parti sur un LiDAR qui est au sol, et en fait le LiDAR permet de savoir où se situent les visiteurs par rapport à leur place devant la fresque.
Et, ce qui est marrant, c'est que le lidar, en fait, c'est un capteur qui est utilisé dans l'industrie, enfin dans les voitures, c'est des radars de recul et tout ça. Et ça nous plaît beaucoup, nous, de l'utiliser voilà, pour un projet culturel. Voilà. C'est aussi ce que vous trouvez dans les aspirateurs autonomes. Et du coup, oui, la recherche elle était aussi à travers la façon de ces propagations de tâches. On a essayé de trouver les manières les plus organiques, enfin essayer de trouver des propagations organiques. Donc il fallait que ça ressemble un peu à des taches de peinture, à des gouttes. Donc ça c'était assez difficile à réaliser. Et puis évidemment, c'est aussi accompagné de sons. Et en fait, en fonction de nos positions dans l'espace, on déclenche des sons qui sont... Alors, on a essayé de faire quelque chose de discret. Très bien. Donc voilà, vous voyez, ils en parlent quand même avec passion. Ils nous ont passionnés également. Merci messieurs. Donc là, dispositif, ils vont retourner au musée au parc là pour régler une dernière fois ce qu'ils vous disent pas le dispositif, un dernier détail pour qu'on soit parfaitement réglé pour demain. Merci beaucoup. Merci. Et je complète vite fait, pendant que Charlie et Thibaut partent, il y a un dispositif consacré à la mort de Jules César. Il a été tué le 15 mars 1944, donc c'est demain qu'on pourra le commémorer, cette mort de Jules César. Et un autre qui est une galerie numérique qui permet d'avoir les informations sur toutes les gravures qui sont utilisées dans les dispositifs. Voilà. Voilà, donc voilà à peu près le panorama qu'on voulait vous proposer sur l'exposition. Alors vous redire aussi que le temps des vacances, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, un établissement très familial. Donc on a depuis 2 ans ouvert sur toutes les périodes scolaires. Donc on accueille aussi les petits Parisiens avec des animations. Et à chaque fois, on est très attentif à ce que chacun puisse fabriquer un objet, le ramener chez lui, découvrir une technique. Donc cette année, on a à peu près tout renouvelé, Mathilde. On a à peu près tout renouvelé parce qu'on n'aime pas s'ennuyer au musée au Parc Alésia. Si nous, on ne s'ennuie pas, il y a une grande chance que les visiteurs ne s'ennuient pas. Alors désolé, on va encore parler des Romains et encore des Romains et que des Romains. Vraiment, je suis désolée, Monsieur le Président. Mais on va le faire de manière ludique et participative et ça sera pour mieux parler des Gaulois plus tard. On a la chance d'avoir à nos côtés des intervenants passionnés et passionnants. On a des médiateurs formidables qui seront présents dans les salles pour raconter le siège d'Alésia et les épisodes de la vie de Jules César. Et puis on a acheté un tout nouveau meuble de médiation à roulettes. On avait déjà la cuisine à roulettes. On a acheté le meuble de médiation à roulettes qui permet aux médiateurs d'aller dans les salles. Et donc ils sortent leur petit matériel et ils sont aux côtés des vitrines, dans les salles du musée, et donc ils peuvent expliquer aux visiteurs comment les objets sont fabriqués. Ils sortent leur tour à archer, ils sortent les objets, les gens peuvent manipuler, et donc on n'est plus coincé dans une table, on est vraiment au cœur du musée, et ça c'est assez formidable. Pendant la semaine, on va aller dans l'atelier, parce qu'on a aussi un nouvel espace d'atelier au musée au Parc Alésia. Donc à l'entrée du musée au Parc Alésia, on a transformé une salle qui n'était pas assez dynamique à notre goût, et donc on accueille les visiteurs pour faire des ateliers. Pendant les vacances de Pâques, ils pourront fabriquer des cartes à jouer, parce que, bien entendu, tu le sais, le Jules César, c'est le roi de carreau. Vous le saviez tous. Voilà. Donc on va fabriquer des cartes à jouer avec la technique de la gravure. Adeline va nous rejoindre dans quelques minutes pour vous l'expliquer. Et puis pendant la 2e semaine de vacances, on va travailler la fresque. Mais comme le faisaient les Romains, donc soit à secco, soit à fresco, avec Lina Faïencier. Et vous pourrez fabriquer un petit morceau de fresque que vous emmenerez chez vous, et vous pourrez aussi contribuer à la fabrication d'une fresque collective qui viendra décorer notre couloir après. Nous apprécions beaucoup. Merci de votre travail. Dans la première salle, on vous a mis un peu alors c'est pas forcément que des canapés, hein, c'est la reconstitution d'un triclinium, puisque l'équipe avait pour idée de faire manger un peu à la romaine. Donc on a tout un décor dans l'auditorium avec un triclinium, on va pouvoir s'étendre, manger en s'étendant sur un lit. Marc, ça va être formidable. Et donc là, on vous en a mis un petit extrait. Mais en tout cas, l'idée à chaque fois, c'est de faire venir des artisans, des intervenants pour que ce soit le plus ludique et le plus attractif possible. Peut-être on appelle Adeline maintenant. Voilà, et je voudrais juste préciser que pendant qu'Adeline va venir nous voir, je voudrais juste préciser que ce triclinium, il a été réalisé en collaboration avec des artisans locaux, une couturière, une ébéniste et un graphiste qui ont travaillé pour rendre ces décors les plus réalistes possibles.
Donc on accueille Adeline Furvoso qui vit et travaille à Semur-en-Auxois où elle a son atelier, où elle accueille des enfants, des adultes pour des cours de dessin, de peinture et aussi de gravure. Adeline, tu collabores avec le Muséoparc depuis bientôt pour la 3e saison. Tout à fait. Et donc tu vas proposer des ateliers. Peux-tu nous dire quelle est la spécificité des ateliers que tu proposes à Alésia? Alors la spécificité, c'est vraiment un aller-retour avec une collaboration avec vos équipes. On travaille avec vos collections, les expos temporaires, et moi j'imagine des ateliers vraiment très spécifiques au public, c'est-à-dire public enfant, mais pas que, il faut que ce soit adapté aux adultes aussi, sur un temps donné, environ 40 minutes, mais des gens passent 3 heures à l'atelier, 3-4 heures parfois, reviennent toute la journée, reviennent 2 fois, et la spécificité aussi, c'est que chacun repart avec un objet fini. Et peut-être aussi préciser que c'est entièrement gratuit, que les gens payent l'entrée du Muséoparc mais ne payent pas l'atelier, que ça, on ne le voit pas forcément dans d'autres musées. Ça n'existe pas, ouais, vraiment. Et surtout avec des techniques, sculpture, gravure, moi j'essaie vraiment d'adapter avec des médiums très originaux. Alors, les prochaines activités, tu as prévu quoi? Alors j'ai prévu en avril, gravure, et là Thomas, on recycle aussi en atelier parce qu'on va travailler sur Tetra Pak. Donc la gravure à l'époque c'était sur cuivre, hein, Rembrandt, tout ça, les gravures qu'on va voir dans l'exposition. Et nous on va adapter sur Tetra Pak, c'est l'intérieur des briques de lait, donc on va venir graver des matrices et imprimer en taille douce. Tu reviendras aussi aux vacances de la Toussaint? Oui. Fabriquer des squelettes, voilà. Des petits squelettes, oui. Les squelettes que les Romains mettaient sur leur table de banquet, memento mori, pour profiter du moment. Pour dire attention, nous sommes mortels, donc allons-y, festoyons. Et tu participes aussi au projet pédagogique avec les scolaires? Avec les scolaires la semaine prochaine, oui, tout à fait. Et donc on s'initie à la gravure. À la gravure taille douce et taille d'épargne. Donc là, on installe vraiment un atelier taille douce avec la presse. Voilà, toujours Tetra Pak, Thomas. Bon, tu valides donc Thomas, tu vois bien? Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, sur la partie des vacances, on va appeler Sophie Staclin qui est chargée de la programmation du Muséoparc. Alors vous avez compris, c'est aussi une tâche très complète, très ardue, de proposer chaque année une programmation sur les temps des grands week-ends, sur le temps de l'été. Alors Sophie, sur les premières périodes là, de printemps, tu nous réserves quoi? Alors, on va avoir un mois de mai très riche, puisque bien sûr à cette période on profite à la fois d'événements nationaux et aussi des longs week-ends qui nous sont offerts durant ce mois de mai, les week-ends de pont. Donc on va avoir une programmation, encore une fois, autour de la romantique, naturellement. Et là, ce sera vraiment l'occasion de découvrir la vie quotidienne dans la romantique, aussi bien d'un point de vue civil que militaire. On commence avec le week-end du 8 mai, avec des démonstrations de techniques de tissage et de teinture utilisées dans la romantique. Ce sera l'occasion notamment de découvrir tous les secrets de cette célèbre couleur pourpre, qui était entre autres la couleur de la cape de Jules César. Et puis nous accueillerons également une mosaïste qui travaille vraiment avec les techniques antiques, c'est Christelle Savarese, qui va proposer à nos visiteurs de collaborer à la réalisation d'une mosaïque collective en utilisant vraiment les techniques et les outils de l'Antiquité. Et quand même, pour faire plus simple et que pour que chacun puisse repartir avec un petit souvenir d'Alésia, on utilisera des outils mais plus modernes pour que chacun puisse réaliser les mosaïques et repartir avec. Alors, qui dit romantique dit souvent, alors on a parlé du repas, du temps du repas, des fêtes aussi, non? Tout à fait, beaucoup de fêtes, et on va en organiser une à l'occasion de la Nuit européenne des musées, l'événement auquel on participe bien sûr chaque année. Et là, on va proposer une soirée dans la romantique. Donc l'équipe du Muséoparc Alésia sera costumée, comme dans la romantique. Nous invitons aussi... Je te rappelle, Marc, que tu fais partie de l'équipe. La toge est prête. Et par contre, nous inviterons nos visiteurs également à venir costumés, donc à sortir effectivement leur plus belle toge ou leur plus belle tunique. L'idée va vraiment être de recréer l'ambiance d'une soirée à Rome. Donc on proposera aussi des ateliers de fabrication de lampes à huile. Il y aura des dégustations de mets d'inspiration antique et des ateliers aussi sur les jeux de société connus à l'époque romaine.
C'est une soirée aussi pour les enfants, je précise. On ne découvrira pas forcément tous les plaisirs nocturnes de Rome. Et famille. Voilà. Alors c'est vrai que on a souvent, depuis des années, instauré une tradition sur le regroupement des reconstituteurs, sur la reconstitution de la guerre des Gaules. Alors cette année, on a changé un petit peu notre optique. On est sur des temps un peu plus séparés. Oui, tous les ans, on accueille des troupes de reconstitution historique. Cette année, on a fait le choix d'organiser 3 week-ends différents autour de la reconstitution, et uniquement, pour le coup, avec des troupes de reconstitution romaines. Et ça commence le week-end de l'Ascension, où pour la première fois, durant 3 jours, tout de même, 3 jours complets, nous avons 2 troupes avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler, la Pax Augusta et Awe Bagacum, qui vont nous montrer ce à quoi ressemble l'armée romaine lorsqu'elle arrive à Alésia. Que se passe-t-il lorsque les soldats romains arrivent à Alésia, s'installent à Alésia? Donc il va y avoir un départ, une marche depuis la statue de Vercingétorix jusqu'au musée. Ce sera l'occasion de comprendre toute la logistique aussi de cette armée romaine. Et puis ensuite, que se passe-t-il lorsqu'ils installent leur campement, lorsqu'ils vont devoir aussi construire les fortifications romaines? Et il y aurait vraiment des démonstrations de construction de ces fortifications. Également des démonstrations de machines de guerre, des cérémonies religieuses. Donc vraiment l'occasion de découvrir la vie quotidienne de ces soldats romains lorsqu'ils s'installent sur le site d'Alésia. Voilà. Quel autre temps fort avec les reconstituteurs? Peut-être on passe un petit peu juillet ou tout de suite sur la... Alors le deuxième temps fort, ce sera le week-end des 12 et 13 juillet, où là nous aurons 3 troupes de reconstitution, puisque vont venir s'ajouter les hommes de la Lorica Romana, une troupe de reconstitution qui est basée dans le sud. Là, on va plus être sur du militaire. Vraiment, que se passe-t-il dans la vie quotidienne de ces soldats romains? Comment sont organisées aussi leurs journées? Et puis, il y aura des démonstrations habituelles de combat ou d'entraînement de ces soldats romains. Et l'autre grand week-end, ce sera les 15 et 16 août, où là, de façon tout à fait exceptionnelle, nous accueillons une troupe de reconstitution, mais italienne. C'est la Legio Uno Italica. Donc là, ça va être un vrai événement, puisqu'ils nous viennent tout droit d'Italie. Et c'est vrai que pour la première fois, nous allons avoir des Italiens qui s'installent sur le site d'Alésia et qui jouent le rôle de Romains. Et à eux vont venir s'ajouter des artisans. On va avoir des démonstrations de fabrication de céramique sigillée. Alors c'est une céramique tout à fait particulière dont vous aurez l'occasion d'observer quelques exemplaires dans quelques instants autour de la table du buffet. On va aussi avoir des démonstrations de travail des matières dures animales, travail du verre et travail du bronze. Donc un week-end extrêmement riche autour des Romains, encore et toujours. Donc on revient un peu dans le temps, on revient un peu au mois de mai, et donc là, tu as eu l'idée de mettre le feu tout simplement à la terrasse. Alors, fictivement, bien sûr, on ne va pas mettre le feu, en tout cas, je ne crois pas que ce soit prévu de mettre le feu aux arbres. C'est pas du tout ce qu'on a prévu. En fait, nous avons fait appel à une société qui s'appelle Fireworks, qui est basée en Suisse et qui a l'habitude de ces installations de feu monumentales. Et en fait, Fireworks va venir installer plusieurs centaines de pots de feu, de torches, de feux finlandais, et tout cela sur le toit-terrasse du musée. Donc une soirée qui va être enflammée, certes, sans doute aussi très poétique, puisqu'il y aura une déambulation sur cette terrasse, et surtout une soirée qui se voudra aussi musicale. Nous allons accueillir des artistes locaux, entre autres un duo d'artistes dijonnais qui s'appelle les Yeux d'Olga, une fanfare de Semur en Ossois, la Polyzouk, et puis on terminera tout ça avec une soirée peut-être un petit peu plus rythmée, avec des mix proposés par le collectif Risque. Voilà. Alors on arrive tout doucement sur le mois de juin, début juin, alors on a pris l'habitude quand même un peu de ces événements un peu sportifs. On a eu une belle collaboration avec la Côte d'Or Classique Junior l'année dernière. On était étape de départ, puisqu'on était arrivé à Vito. Et donc cette année, on s'est dit pourquoi pas être étape d'arrivée de contre-la-montre. Donc ce qui sera le cas. Donc on remercie encore Anthony Devicki, son directeur, qui est présent, je l'ai vu, Anthony, avec Elodie Fricou. Voilà, je les vois au fond de la salle. Je les remercie, on a beaucoup travaillé ensemble pour faire de cet événement. Je rappelle quand même que c'est un événement sportif qui est marqueur maintenant du territoire, qui implique quand même beaucoup de collectivités. Donc ils seront chez nous, et là, tu avais envie de leur proposer quelque chose d'un peu différent. Oui, on va organiser en parallèle de l'arrivée de cette course une fête du vélo, on peut le dire, mais une fête du vélo qui se veut écologique.
On revient sur le toit terrasse du musée, où cette fois on a fait appel à un artiste catalan, qui a créé une installation. Alors on est sur quelque chose de très artistique et écologique, puisqu'il utilise des vieux vélos. Des vieux vélos qu'il recycle, qu'il remanie pour les transformer en jeux qui seront ensuite activés par les familles, par nos visiteurs. Donc il y aura ainsi une trentaine de jeux installés sur le toit terrasse du musée. Et en plus, sur le parvis du musée, une grande roue solaire qui sera activée non seulement par l'énergie solaire, et si celle-ci vient à manquer, ça pourrait aussi être activé par l'énergie des parents, des grands-parents, puisqu'il y aura aussi des vélos qui vont servir de générateurs électriques. Bon, ben, très bien. Donc on a voilà, le grand panorama un peu de cet été, en plus de top chrono, en plus de visites, évidemment tout ça va venir compléter toute la programmation. Merci Sophie. Merci à vous. Alors, on vous a parlé des scolaires. 15 000 scolaires, c'est évidemment de l'accueil des scolaires au sein du musée, mais vous l'avez noté, et Marc l'a rappelé, c'est aussi des projets sur le territoire. On avait décidé depuis 2 ans d'aller à la rencontre. On a assisté à des vernissages, notamment de rassemblements de collégiens assez incroyables. Cette année, on poursuit. Eh bien, on continue. On a des partenariats privilégiés avec certains établissements scolaires, avec l'école de Darcey, avec le lycée professionnel Eugène Guillaume. On a collaboré dans le cadre du CAP et du baccalauréat pro, où on a collaboré à certaines épreuves. On a fait partie du jury et les élèves ont réalisé des sacs inspirés de l'Antiquité ou bien des sacs pour les médiateurs. Et puis surtout, on a travaillé avec les collèges de Vénaré-les-Laumes, Saulieu et Sombernon pour réaliser une exposition comme l'année dernière. Alors vous allez me dire, il y a moins de collèges que l'année dernière. Oui, mais on va faire plus avec eux, puisque l'année dernière, on avait proposé à des élèves de travailler sur les Jeux Olympiques et on leur avait donné des illustrations, ils avaient eux-mêmes écrit des textes. Cette année, on leur a dit d'écrire les textes, mais en plus de réaliser les illustrations. Donc, ils vont s'initier à la gravure avec Adeline Piovoso et donc vont travailler sur les thèmes des triomphes antiques, mythologiques et sportifs. Les expositions qu'ils vont réaliser, ce seront des expositions de plein air. Elles seront présentées au Muséoparc pour la nuit des musées. Elles seront présentées dans les collèges et elles reviendront pendant tout l'été sur la terrasse du Muséoparc alésien. Nous avons aussi un partenariat avec l'Institut de Vigne, structure départementale. Les enfants, les jeunes adolescents vont découvrir l'artisanat romain, donc vont avoir des séances au musée, sur le site gallo-romain, mais on va aussi aller à l'Institut de Vigne pour travailler avec eux. Et puis on accueille aussi 200 enfants de l'accueil loisir de Vito, qui se sont lancés dans une découverte de l'alimentation romaine. Ils sont venus au Muséoparc, on va aller chez eux cuisiner, et ils reviendront cet été avec leurs parents. Donc voilà, un projet avec les enfants, c'est souvent, nous on aime bien, des projets sur le long terme, tisser des liens avec le jeune. Là on attend beaucoup du partenariat avec l'Institut de Vigne. On souhaite aussi qu'il soit ambassadeur de l'établissement. On va signer très prochainement, Monsieur le Président, une convention avec les MFR, les maisons familiales rurales, pour que les jeunes qui sont au sein de ces institutions soient ambassadeurs avec leurs parents. Tous les jeunes qui auront participé, qui sont en train de participer à ces projets, ont été invités au vernissage avec leur famille demain à 11 h. Donc voilà, il y a une vraie dynamique. Il faut aussi qu'on marque ce lien parent-enfant. Et quand on parle des enfants, on a aussi un partenariat avec le relais Petite Enfance de la communauté d'Alésia, communauté commune d'Alésia et de la Seine. Merci. On accueille les enfants, alors je vais dire de 0 à 3 ans, mais peut-être pas de 6 mois à 3 ans, pour leur faire aussi découvrir nos thématiques. Vous allez voir, il y a nos petites poupées qui sont dans l'entrée. Je ne sais pas si vous avez vu notre petite Cléopâtre, notre petit César. Vous ne lui prenez pas, elle y tient. Alors c'est nos petites. Et on accueille aussi, à l'autre bout de la chaîne, eh bien, les résidents des EHPAD qui continuent à venir danser le tambour une fois par mois, et le sirtaki aussi au Muséoparc alésien. Alors on va vous présenter un projet un peu atypique, puisqu'on avait dans l'idée d'associer le restaurant de l'établissement. On s'est dit l'année César, c'est une année autour de la cuisine. Donc on a entamé une collaboration avec la section hôtelière du lycée Le Castel. Donc je vais appeler l'équipe du lycée Le Castel, Monsieur Terran, qui est délégué aux formations professionnelles et technologiques, Madame Guénifet, qui est assistante de la section hôtelière. Il y a 2 élèves qui nous ont rejoints, et puis il y a surtout le chef, Régis Bolat,
chef ambassadeur de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or, qui collabore avec Jérôme Bruet, artisan boulanger. Messieurs, vous allez vous trouver une petite place là. J'avais dit que je descendrais, donc je vais essayer effectivement de descendre. Voilà, donc c'est une collaboration. Très ici. Ah bon? Donc là, Pardon. C'était extrêmement important d'aller chercher de collaborer avec une section hôtelière. Quand on s'est rencontrés la première fois, j'ai rencontré une équipe passionnante, Madame Guénifet, qui était partie prenante du projet. On leur a dit, est-ce que vous avez envie de travailler sur la culture romaine? Vous m'avez dit oui, évidemment. Et puis, c'était servir leur cycle de formation en restauration, au service, et puis en boulangerie. Hein. Vous pouvez nous détailler un peu déjà les étapes qu'on a vécues ensemble? Oui, bien sûr. En fait, c'est un projet qui est mené avec plusieurs classes d'élèves. Ce projet, il est mené depuis la rentrée scolaire 24-25. Donc on a eu plusieurs étapes. La première étape, nous nous sommes rendus avec les élèves de cuisine, de boulangerie, pâtisserie et de service en salle. Donc on s'est rendu sur le site du musée au parc, où les élèves ont pu bénéficier de la visite de l'exposition à l'époque sur les Jeux Olympiques. Ils ont réalisé des petits ateliers sur place. Donc ça c'est la première étape. Donc une rencontre, une visite. La deuxième étape, c'est le musée au parc qui est venu nous rencontrer, qui est venu sur site dans le lycée de Castel. Donc le chef. Donc le chef, Régis Bolâtre, voilà, qui est venu. Qui a piloté un atelier cuisine. Où on a réalisé en effet des ateliers cuisine, service. On a pu travailler donc sur les arts de la table, sur également les produits donc que l'on met dans les assiettes, que l'on mettait à l'époque et que l'on met encore dans les assiettes. Et puis donc les prochaines étapes, donc la semaine prochaine, où nos élèves vont pouvoir se rendre de nouveau sur le site du musée au parc, où là on va participer donc à une production ainsi qu'un service en salle sur un repas, on va dire type gallo-romain. Ah, complètement. Voilà, tout à fait. Et puis, dernière étape, donc en fin d'année scolaire, le 12 juin, où là, on aura de nouveau une activité à l'occasion d'un cocktail, on va dire, un petit peu pour clôturer toute cette collaboration sur cette année scolaire. Ouais, très bien. Et en parallèle, la semaine prochaine, en parallèle de ce que l'on fait au musée au parc, au niveau du lycée de Castel, le restaurant d'application, nous servons également à nos clients un repas type gallo-romain, donc avec les mêmes produits, dans le même esprit que ce que nous faisons donc, avec le chef Régis Bolâtre la semaine prochaine au restaurant. Alors chef, on vous a un peu embarqué dans cette aventure, vous avez collaboré avec l'équipe enseignante. Quelle impression, les premières impressions de cet atelier au Castel? Mais déjà, je tiens à remercier le lycée parce qu'il y a un accompagnement super, l'équipe pédagogique, les élèves bien engagés autour du projet. Et puis merci aussi au musée au parc en tout cas parce que voilà, peut-être une certaine reconnaissance, je ne sais pas, après. Voilà, mais avec beaucoup. En tout cas, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup de plaisir aussi pour la semaine prochaine à préparer le repas de jeudi et vendredi pour le repas. Est-ce que au Castel, vous aviez préparé quoi précisément comme plat? On se souvient un peu des noms? Je ne sais pas si je me souviens des noms, mais... On peut trop des noms parce que c'est des noms un petit peu... pas parti trop bien. Non, mais bon, on avait préparé une petite entrée à base de volaille, ensuite un plat de résistance du porc aux abricots avec du miel, un ragoût de champignons. Alors évidemment, avec des produits, quand j'ai choisi c'est avec... Mathilde, que nous avons choisi le menu. Donc on a essayé de trouver des plats avec lesquels je pouvais trouver des produits 100% Côte d'Or. En l'occurrence, là, le porc, j'ai pu trouver accompagné de miel, de Côte d'Or, vous voyez. Bon,
effectivement, outre le partenariat, on avait rencontré aussi une équipe, Monsieur le Président, qui avait très envie, qui s'était déjà engagée auprès de la marque à utiliser des produits 100% Côte d'Or et qui souhaitait développer cette démarche-là. Donc on avait aussi associé nos collègues de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or. On peut peut-être demander à un élève quel souvenir, ou peut-être le chef, quand il est venu te faire un atelier, quelle peut-être image ou souvenir il te reste des premières étapes là? Qu'est-ce que tu as préféré? De quand ils sont venus. Quand tu es venu, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as particulièrement aimé ou... Oui, quand nous on y allait, les ateliers cuisine, j'ai aimé parce que ça changeait d'habitude. Parce qu'il y a des produits similaires encore aujourd'hui, mais c'est changeant, c'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Et du coup, c'était intéressant au fur et à mesure de la journée qu'on a passé là-bas. Très bien. Je rappelle aussi qu'effectivement, il y a toute une dimension historique avec Sophie, qui avait développé un atelier autour de la cuisine. Et donc, on a aussi une démarche historique dans la formation, l'accompagnement. Monsieur Théran, qu'est-ce que ce projet, en quoi il peut être important dans le cursus d'apprentissage d'élèves comme nos deux jeunes hommes ici? Alors, moi, une centaine d'élèves de découvrir le muséoparc, peut-être qu'ils n'auraient jamais vu si on n'avait pas pu faire ce genre de prestations. Et puis au quotidien, on essaie au lycée du Castel de travailler avec les partenaires extérieurs au maximum, avec une politique de développement durable. On est à la label éco-lycée. Et puis l'idée, c'est aussi de montrer aux élèves de travailler de manière différente et de montrer aux partenaires extérieurs la qualité des enseignements que nous proposons au lycée avec des équipes très très engagées. Donc, voilà. Très beau projet. Un grand bravo à eux, grand bravo pour leur implication. Merci. Voilà, donc on vous a à peu près donné tous les panoramas de la programmation 2025. On va conclure maintenant. Juste quelques remerciements encore. Évidemment, moi et Thomas et moi plutôt, notre gratitude envers une équipe qui est extrêmement impliquée, très professionnelle, toujours à 2000 à l'heure, donc vraiment merci. Remercier notre attachée de presse, parce que je rappelle que c'est quand même une réunion presse, donc merci à elle, merci à Christine Muller-Ville. Je voudrais remercier aussi toutes les équipes qui nous ont accueillis, Jérémy, le cabinet, les équipes de la communication, encore une fois dans ce lieu qui est un peu atypique pour une conférence de presse, en tout cas un peu atypique pour nous, mais tellement beau. Remercie aussi nos équipes techniques, Vincent le pêcheur que je vois tout au fond là-bas avec Mickaël qui a travaillé à la mise en place, les équipes d'APS aussi, messieurs, merci pour la technique. Et puis saluer un travail un peu atypique, vous l'avez tous vu, tout le monde nous en a parlé, le travail exceptionnel de l'agence Temps Réel pour la création de l'identité visuelle César 2025, que vous pouvez admirer sur les écrans, sur les t-shirts, dans le dossier de presse. Merci à eux, puisque en fait c'est un travail de collaboration, et je peux vous dire tous les jours, voire même très tard le soir. Donc merci à Florence Menu, à Fabrice, à toute l'équipe pour la création de cette identité 2025 fantastique. Et donc maintenant, on vous a parlé de repas, on vous a parlé de cuisinier, on vous a parlé de tout ça, mais il est temps d'aller découvrir, Mathilde, peut-être un cocktail. Un cocktail 100% romain et 100% Côte d'Or, donc dans une des salles, juste à côté. Alors peut-être oui, on va passer aux questions, effectivement. Donc après, juste parce qu'on va l'oublier, donc le cocktail, vous dire qu'il a été réalisé de concert entre le chef Victor Lamy, qui est le nouveau chef du restaurant, et puis Régis Bollard, vous avez vu, donc c'est un cocktail à 4 mains avec les élèves. Donc effectivement, je ne sais plus quelle heure il est, je suis un peu perdu, et je pense qu'on a encore le temps de quelques questions. On est parfait, très bien. Une question sur le bilan 2024, est-ce que vous pourriez nous préciser la typologie, la fréquentation, sa dynamique, les Dijonais, BFC, touristes étrangers? Alors la typologie ne change pas tellement, en fait elle est assez constante. On a pratiquement, on est à presque 50% de Côte d'Orient et on monte à 60% BFC. On a 20% de départements limitrophes, on est sud de Paris, Auvergne, et puis une douzaine de pourcents d'étrangers qui correspond à la fréquentation
Et je salue aussi la collaboration avec Côte d'Or Attractivité, chère Isabelle. On est à peu près dans des pourcentages qui sont un peu équivalents sur les autres sites touristiques. Et les étrangers, comment ils évoluent? 10, 12, 14, 15. On évolue en fonction des années. Président, vous avez évoqué le concept de grand site. Juste pour être sûr, est-ce que vous faites référence au grand site de France? Est-ce que vous allez chercher ce label-là? Non, mais je vais aller me répondre. Moi, je vous répondrai quand je ferai la conférence de presse avec Madame Dati. Soyez patient, je vous dirai tout. Non, l'objectif, c'était pas d'aller chercher un nouveau label, l'objectif, c'était surtout d'adopter une philosophie de site. C'était d'agglomérer et de pouvoir donner une identité aux visiteurs qui viennent à Alésia d'une destination de grands sites incluant un musée, les vestiges, une statue, voilà. Et puis je rappelle les camps de César, on va ouvrir très prochainement, je n'en ai pas trop parlé, mais un parcours pédestre qu'on a conçu de concert avec Côte d'Or Attractivité, merci à eux. Donc c'était plutôt une philosophie qu'on souhaitait adopter, une philosophie de destination et une philosophie d'attractivité sur un large territoire qui était celui de la bataille, et plutôt qu'un label, monsieur le Président. Oui, c'est pas simplement un lieu, Alésia. Je veux dire, on est déjà sur un site, c'est pas un lieu simplement. Alésia, c'est pas un musée simplement. Vous voyez bien, il y a tous les vestiges, tous les champs de fouilles, et je pense que là, il y a aussi la magie des fouilles qu'il faut faire connaître du grand public. Ces images, quand on découvre un objet, alors c'est un site qui a été fouillé depuis des années, mais qu'on continue de fouiller, ça j'y tiens beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on travaille aussi sur son inscription dans son environnement, parce que ce qui donne son sens à Alésia, c'est pas simplement son positionnement, c'est sa situation géographique. Et la géographie a marqué notre histoire, chacun le sait. Donc c'est un peu ce concept-là, puisque ce qui est nouveau, c'est de faire de cet outil un outil de développement. C'est pas simplement un lieu culturel, c'est un outil de développement. Et je crois que c'est ça qui a intéressé le ministère de la Culture, dans son acception extrêmement large, c'est-à-dire d'inscrire cette histoire dans son temps moderne, la projeter dans le XXIe siècle, vous avez vu, c'est en même temps la promotion de savoir-faire, vous célébrez l'histoire du savoir-faire, c'est en même temps la promotion de ces paysages, c'est en même temps inscrit dans cette période qu'on vit de changement profond, climatique, etc. Donc l'influence du paysage aussi pour les lieux. Donc c'est tout ça qu'on va porter ensemble pour en faire, je le répète, un outil de développement. Donc ça doit devenir davantage qu'un lieu de destination multiculturel, multifactoriel. Et c'est cette idée-là qui a séduit. Ce sera d'ailleurs une des premières fois, je vous le dis, où il y aura une convention de ce type signée directement entre le ministère de la Culture et un site. Il est grand par son histoire, il est grand par son orientation géographique, sa dimension géographique, et puis il est grand pour ce que nous voulons en faire, c'est-à-dire l'inscrire dans son temps, avec la même portée qui était celui qui a marqué son époque lointaine, la même portée. Notre vocation, c'est qu'à partir de ce tissu, c'est une vocation nationale, c'est une vocation internationale. D'où aussi l'importance de se mettre en réseau, et c'est ce qui est entrepris, avec tous les autres sites qui sont à la portée européenne. Et donc ce travail de réseau autour de la communauté scientifique pour faire d'Alésia un lieu de rendez-vous, d'avoir cette position géographique qui invite entre l'Italie, les pays d'Allemagne, etc. Nous avons une position géographique, dont je rappelle qu'elle est essentielle en termes de centralité. Et donc c'est de faire de ce lieu un lieu de rassemblement, d'échange, d'initiative, de partage, un lieu de circulation, de mouvement, comme ce fut le cas à cette époque avec des troupes qui venaient d'Italie et voilà, qui sont venues ici. Donc c'est toute une dimension multifactorielle. C'est un peu un concept nouveau, vous voyez. Bah écoutez, on est les héritiers d'une civilisation. On va essayer de se projeter dans cette deuxième partie du siècle mouvementé avec beaucoup d'engagement. Je pense que dans l'histoire, c'est pour ça aussi que l'intérêt d'avoir tous ces jeunes qui viennent, d'abord ils vivent des autres sensations, et puis le retour à l'histoire pour lire le temps présent, c'est aussi une chance donnée à notre jeunesse de mieux comprendre les événements qui se produisent. On ne peut pas comprendre ce qui se passe sans relire notre histoire. Voilà.
Merci. Dernière question pour ma part, justement pour se projeter. Cette année César, vous avez évoqué l'arrivée prochainement d'Arne Danès pour du savon lait Danès. Est-ce que c'est un indice sur l'exposition l'année prochaine sur Cléopâtre? Non, non, il n'y a pas d'indice sur l'année prochaine. On commence déjà à y travailler, on est dessus. Par contre, l'indice qu'on peut vous donner, c'est que l'arrivée de nouveaux chefs au restaurant qui a déjà été labellisé sans savoir-faire 100% Côte d'Or, on va passer une nouvelle étape puisqu'on va créer un bistrot d'Alésia avec une boutique dans le restaurant qui va valoriser les produits de la marque. Donc, et ça, avant, l'objectif c'était de l'ouvrir avant l'été. Donc là, on va de nouveau passer une étape. Vous voyez, c'est conceptualisé. Peut-être plus une question pour Mathilde, c'est au sujet de l'exposition César. On parlait de la rareté justement des expositions César, ce qui est assez étonnant, parce qu'il est populaire, enfin il intéresse beaucoup de gens. Est-ce que c'est dû justement à une autre rareté dont vous parliez récemment sur les pièces qui sont disponibles, les œuvres disponibles pour ce genre d'exposition? Alors, c'est dû à deux choses. Effectivement, sur notre territoire, on valorise plutôt les Gaulois. Vous remarquerez qu'à Vénary-les-Baumes, il y a une rue Vercingétorix. Il y a partout la figure de Vercingétorix sur les magasins, mais pourtant c'est César qui a gagné, mais il est nulle part. Il n'est pas au camping, il n'est pas au collège, il est nulle part. On parle chez nous que de Vercingétorix. Et sur le territoire national, effectivement, on valorise plutôt la civilisation gauloise. Nos ancêtres, les Gaulois, et fort peu le vainqueur d'Alésia. Donc il y a cette chose où, voilà, et nous on l'a fait d'ailleurs, on a beaucoup parlé des Gaulois par le passé. Et puis effectivement, la deuxième difficulté, il y a peu d'images de Jules César, donc c'est compliqué, il y a peu de tableaux. On a vraiment fait des recherches assez intenses pour trouver ces tableaux qui pour la plupart étaient présentés dans des réserves. Il y a aussi beaucoup de tableaux qui sont de très très grandes dimensions, des tableaux qui mesurent jusqu'à 7 mètres de long, donc il était hors de question de déplacer, donc on a vraiment cherché. Et puis, peut-être la troisième raison, c'est que c'est un sacré casse-tête d'expliquer Jules César, parce que la politique romaine, c'est quand même extrêmement compliqué. Et notre vocation à nous, c'est de faire quelque chose qui soit accessible à toutes les personnes, même si elles n'ont pas fait 10 ans d'études en histoire ou en archéologie. Donc c'est vraiment compliqué. Donc effectivement, il faut faire des choix, il faut prendre des partis pris. Donc c'était pas si simple que ça. Et donc peut-être que les autres ont un peu renoncé, on s'est dit on va y aller et on espère que... Voilà, vous nous direz si c'est réussi ou pas. Et bien cette fois-ci, s'il n'y a plus de questions, je vous invite au cocktail romain proposé par les deux chefs.